Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Roxane et vous écoutez Vibration, le podcast pour devenir actrice de votre vie et d'enfin oser vivre vos rêves. À travers les témoignages de femmes inspirantes et passionnées, on abordera des sujets variés tels que le yoga, le chamanisme ou la naturopathie par exemple. L'idée est de vous faire découvrir différentes pratiques pour apprendre à mieux se connaître, se révéler et donner du sens à sa vie. On parlera de l'importance d'être aligné avec soi-même et ses valeurs pour s'épanouir, oser, prendre des risques, écouter son intuition et plein d'autres sujets encore. J'espère que ces conversations vous feront vibrer et sauront vous montrer que rien n'est impossible. Si elles l'ont fait, pourquoi pas vous ? Aujourd'hui, je reçois Amélie Clergue. Amélie est thérapeute avec de nombreux outils à proposer pour accompagner l'humain, dont l'Ayurveda, la kinésiologie, l'éthiomédecine ou encore le breathwork. Dans cet épisode, elle nous présente en détail ce qu'est la kinésiologie et l'éthiomédecine. En quoi ces deux approches, basées sur nos mémoires cellulaires, sont différentes et peuvent nous aider. Pourquoi consulter ? En plus d'aborder ces deux pratiques passionnantes, nous avons parlé du lien très fort entre nos corps et nos émotions, de la puissance de notre mental et plein d'autres sujets passionnants et inspirants. Comme elle aime le dire, ces techniques sont à la fois douces et puissantes. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Amélie, bienvenue dans le podcast Vibration. Bonjour Roxane. Je suis ravie de te recevoir. Merci de m'inviter, je suis ravie d'être là. Super. Aujourd'hui, Amélie, je t'ai invitée pour parler de deux sujets qui sont la kinésiologie et l'éthiomédecine principalement. Mais aujourd'hui, toi, tu vas te présenter et tu proposes un panel de choses pour accompagner l'humain en général. On s'est rencontrés il y a à peu près 2 ans, je pense, lors d'une consultation que j'ai faite pour moi. Et aujourd'hui, je voulais vraiment te poser toutes les questions par rapport à tous ces sujets, parce que moi, ça a été vraiment hyper fort dans mon parcours et il y a eu vraiment un avant et un après les consultations que tu as faites. Avant ça, Amélie, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es et comment t'en es arrivée justement à devenir accompagnatrice ? Alors oui, avec plaisir. Déjà, merci pour ton partage. Tu vas voir, dans mon parcours, je suis devenue thérapeute pour avoir du sens dans mon quotidien et un retour comme tu me le fais, ça n'a pas de prix et c'est pour ça que je suis heureuse de faire ce métier-là aujourd'hui. Moi, j'ai commencé par 15 ans d'entreprise, donc un parcours, on va dire, très classique. Je suis ingénieure de formation, j'étais dans des grands groupes pendant 15 ans et petit à petit, j'ai eu à la fois des problèmes de santé qui m'alertait un peu, et à la fois un besoin de recherche de sens. Tout ça cumulé à 2 grossesses qui, dans une vie de femme, font des temps d'arrêt. Donc c'est vrai qu'on est dans des carrières qui sont assez intenses. On n'a pas ces temps de pause aussi qui permettent de prendre du recul et de savoir ce qu'on veut. Donc c'est vrai que tout ça cumulé a fait que, à un moment donné, c'était plus possible pour moi. Il fallait vraiment que j'ai un appel du cœur, un appel de l'âme pour changer radicalement. Et donc, j'ai commencé par l'Ayurveda, qui a été la technique qui a réglé mes problèmes de santé. Donc, j'ai commencé par me former en Ayurveda, à consulter en Ayurveda. De naissance, j'ai du magnétisme. Donc, très vite, j'avais envie d'utiliser mes mains, d'utiliser tout ce qui était émotionnel, énergétique, m'appelait très fort. Et j'ai rencontré la kinésiologie en premier pour du deuil périnatal, et j'ai vu la puissance en fait que ça avait en une seule séance, parce que c'est des thérapies qui sont courtes. Je me suis dit waouh, en fait c'est ça que je veux faire. Et donc j'ai commencé par me former à la kinésiologie comme ça. Et puis la vie fait toujours bien les choses, m'a amené, pareil, j'avais un problème de cheville qu'on ne réglait pas, et en fait une amie qui venait de se former en éthiomédecine m'a proposé une séance, et le lendemain je marchais, j'avais plus rien à la cheville. Tout cumulé, donc je me suis dit waouh, en fait c'est une autre étape, on travaille en mémoire cellulaire de la même façon, mais je sens cet appel-là, et donc je me suis formée en éthiomédecine. Après, j'ai beaucoup travaillé avec le souffle et avec le breathwork, donc je me suis formée pour moi, et aujourd'hui c'est quelque chose que je propose en lien en Zoom tous les lundis ou dans mes retraites. Et il y a peu de temps, j'ai rajouté tout ce qui était activation de Kundalini, qui est pour moi très complémentaire avec le breathwork qui l'active un peu naturellement. Donc quelque part, tout ce que je propose, ma boîte à outils, c'est tout ce qui m'a moi transformée à titre personnel. Et j'ai toujours à cœur de donner toutes ces pépites, tout ce que j'ai compris pour aider les autres à se libérer et à s'aligner sur leur chemin de vie, sur qui ils sont.
Trop chouette. En tout cas, tu as une sacrée palette d'outils pour accompagner l'être humain en général. Est-ce que, donc du coup, tu nous as parlé de kinésiologie, d'éthiomédecine, d'Ayurveda et de breathwork. Le breathwork, j'en ai fait tout un podcast avec Sarah qui nous explique ce que c'est. Et aujourd'hui, je voulais que toi, tu nous parles de kinésiologie et d'éthiomédecine. Et est-ce que tu pourrais nous définir un peu ces deux pratiques? On va d'abord commencer, je pense, par la kinésiologie, comme ça. Alors, la kinésiologie, c'est un des courants, donc ça a été inventé aux États-Unis, c'est un des courants de la chiropraxie et on va associer le test musculaire des mouvements du corps à de l'émotionnel. D'accord? En partant du principe que le corps emmagasine, somatise, donc emmagasine les informations émotionnelles et que en travaillant sur cette mémoire émotionnelle, on peut libérer des choses. Dans la kinésiologie, il y a beaucoup de courants différents, dont il y a le Touch for Health qui est le plus classique, où là on fait vraiment des mouvements du corps pour débloquer des choses. Et après, il y a toute la kinésiologie émotionnelle. Donc moi, c'est celle que je pratique. Le reste, je suis formée, mais aujourd'hui, je pratique plus du tout. Parce que c'est cette partie-là qui me passionne. Je pense que c'est quand on est passionné qu'on est bon et que on est où il faut être. Donc voilà, donc la kinésiologie, d'où ça vient? L'éthiomédecine, c'est une thérapie qui a été inventée, canalisée, enfin peu importe, par le docteur Brinette dans les années 60, qui est un médecin français, qui s'est rendu compte, pareil, que la somatisation, que en utilisant l'énergie Kundalini, justement, on pouvait aller débloquer des choses dans le corps et associer justement donc tout ce qui était conditionnement, croyances, des blessures, des traumas, qu'ils soient conscients ou inconscients, y compris des choses qu'on a vécues in utero ou des choses qu'on a héritées de nos lignées ou d'autres vies si on y croit. Et donc en fait, en parlant du principe que tout ça dans le corps va créer des blocages et que en mettant de la conscience avec du ressenti, on arrive à libérer les choses. Donc quand on compare la kinésiologie et l'éthiomédecine, en tout cas moi, la façon dont je l'utilise, parce que chaque thérapeute est différent bien évidemment. Moi la kinésiologie, je trouve ça extrêmement puissant quand on a des sujets précis. C'est-à-dire que on va faire un deuil, on a quelqu'un qui est dans un schéma de sauveur. On a des choses très précises avec un trauma ou un conditionnement ou un événement dans sa vie qui a été clé, qu'on arrive à facilement relier. Et donc, dans ces moments-là, la kinésiologie, avec le test musculaire, on arrive à reprogrammer les choses de façon assez rapide et puissante. L'éthiomédecine, moi je trouve que l'avantage que ça a, c'est que on va vraiment être de façon ultra ouverte et c'est le corps qui va nous parler. Donc c'est vrai que ce sont des consultations qui peuvent être, je me rappelle de ta première consultation, donc tu pourras témoigner, qui peuvent être très perturbantes par la personne parce que on ne sait quasiment rien dit. Je demande à très très peu d'informations à la personne, juste l'objectif pour lequel elle vient. Elle va s'allonger, je vais prendre son pouls et très vite je vais donner une information qui, alors c'est peut-être pas la première, des fois c'est la deuxième, mais qui tombe extrêmement juste et qui fait partie de la vie de la personne de façon très profonde, auquel elle n'aura pas forcément pensé, elle vient pas forcément pour ça, mais c'est ça qui bloque à ce moment-là. Et pour moi, c'est ça vraiment la puissance de l'éthio, c'est que le corps va nous donner exactement l'information juste à l'instant T à libérer pour le bien-être, l'alignement de la personne à ce moment-là. Et on a un champ des possibles qui est extrêmement vaste, donc ce qui permet il n'y a jamais deux séances qui se ressemblent. Je peux témoigner par rapport à la séance, en tout cas. Je vois bien le côté ultra ouvert où, enfin, moi, on m'avait dit, tu vas voir, t'as pas besoin de savoir vraiment pourquoi t'y vas, même si inconsciemment, bon, on sait toujours. Mais moi, je me souviens, j'étais venue et tu m'avais dit, vous voulez travailler sur quoi? Et j'avais dit, bah, j'en sais rien, j'ai une amie qui m'a dit de venir et puis que vous lisiez le corps. Enfin, bref. Et c'est vrai que ça a été hyper pertinent et très très perturbant aussi. Tu parles du test musculaire, donc ça c'est quelque chose que tu fais en kinésio et en éthiomédecine. Les deux vont travailler pour libérer la mémoire cellulaire et les deux vont travailler entre des informations que le corps donne avec une validation par le corps. En éthiomédecine, on va prendre le pouls de la personne. Donc dès que l'information est juste, il y a une variation de pouls qui donne l'information au thérapeute. En kinésio, il y a des kinésiologues qui utilisent le pouls, d'accord? Mais souvent en kinésiologie, on va faire un test musculaire au niveau du poignet qui est sur un méridien chinois et qui va permettre en fait de récalibrer le corps au début, faire des tests pour voir si le corps est équilibré. Et d'ailleurs, on va calibrer le oui et le non chez la personne. Et en fait, le principe, c'est que si la réponse est des réponses fermées, contrairement à l'éthio, on est sur des questions ouvertes. En kinésio, donc si la réponse est oui, ça va pas créer de stress chez la personne, donc ça va pas bouger le poignet. En revanche, si la réponse est non, enfin en fonction de ce que c'est, ça va baisser. Et donc en fait, ça va créer un stress chez la personne. Le mouvement du poignet est imperceptible, comme le mouvement du pouls, ce qui permet en fait au thérapeute d'avoir la réponse du corps et de l'inconscient sans passer par la conscience en fait du patient. Parce que souvent on va chercher des choses que l'ego a pas forcément envie de voir ou
s'entendre, en fait, l'ego va dire ah non, pas du tout, je suis pas du tout comme ça. Et puis finalement, le corps dit oui parce que l'information elle est stockée. Soit c'est du passé à libérer, soit c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de voir sur soi-même. C'est possible aussi. Donc dans les deux cas, il y a le test musculaire en kinésio et la prise de pouls en éthio. En fait, ça permet d'aller chercher la réponse directement. Parfois, tu peux avoir des personnes qui vont être fortes dans le mental. Donc là, tu passes la barrière du mental, c'est ça ? Exactement. Donc en fait, on n'attend pas d'être validé par le mental ou par l'ego, le mental. C'est le corps qui va donner la réponse. Et après, en éthiomédecine, j'adore cette pratique. Encore plus qu'en kinésio, il y a vraiment aucune façon que le thérapeute puisse induire le patient. Le patient est vraiment dans une liberté totale de ce qui se passe, ce qu'il ressent, et c'est lui avec lui-même. Parce qu'en fait, le corps va donner des informations au début. Donc, si je reprends un peu comment fonctionne une séance, le corps va donner des informations et derrière, donc le thérapeute va poser une question ouverte ou dire sur quoi ça travaille. Et le patient va, avec cette information-là, ressentir dans le corps. Et en fait, soit il va ressentir au niveau physique, soit au niveau émotionnel. Et en fait, c'est la synchronicité entre la prise de conscience mentale du sujet et le ressenti physique ou émotionnel qui va créer la prise de conscience cellulaire. Et c'est ça qui va libérer la souffrance, le trauma, le conditionnement, la croyance dans la cellule. Et c'est ça qui est assez magique, c'est que si je parle de quelque chose qu'il a pas trop envie de voir sur lui, mais que il sent quelque chose dans son ventre, ou il sent une vague d'énergie, ou il sent un poids sur le corps, ou du chaud, ou du froid, peu importe. Il a une sensation qui se passe, il sait que ça lui appartient. C'est-à-dire qu'il peut plus se mentir à lui-même parce qu'il y a le corps qui va parler. De la même façon, si ça, je trouve que c'est toujours extrêmement beau à vivre, c'est chaque fois qu'on va parler de transgénérationnel, donc d'héritage de lignée ou de vécu in utero, on ne peut pas avoir de mémoire de ce qui s'est passé in utero puisque on n'était pas conscient. En revanche, on a vécu cette période-là et dans cette période-là, je vais dire j'ai l'information qu'il s'est passé ça, je vais poser la question à la personne. Souvent, elle ne sait même pas. Mais s'il y a une vague de tristesse, s'il y a un stress, si d'un coup le corps se tend, s'il se passe quelque chose, elle sait que c'est vrai et elle sait que ça lui appartient. Et c'est en ça que c'est extrêmement puissant parce que on peut pas raconter des choses, on peut en tant que thérapeute dire des choses, mais si on tombe à côté, il se passe rien dans le corps. Et c'est ça, je trouve, qui est très juste parce que moi, mine de rien, avec mon passé d'ingénieur, je suis quand même très cartésienne, j'ai besoin d'expérimenter. Surtout ce qui est, pour moi, tout ça, c'est de la physique quantique, donc on est au début de sa découverte de toute l'énergétique et de toute la puissance qu'il y a derrière. Mais justement, quand on a des gens un peu dubitatifs qui sont un peu dans le doute, je sais pas si ça marche, etc. À partir du moment où ils ressentent, c'est gagné. Parce qu'en fait, là, le manche-tal peut lâcher. Ils savent que ça leur appartient. C'est pas le thérapeute qui essaie de prendre le pouvoir sur eux. On n'essaie pas de leur raconter des trucs perchés et qui existent ou pas. La personne n'en sait rien. Là, elle le ressent dans son corps. Et ça, c'est vraiment, je trouve, assez, c'est beau, extraordinaire, assez magique, un peu d'une certaine façon. Pour le patient, pour les premières fois, il y a un peu ce côté-là, mais waouh, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'on peut venir rechercher dans une séance? Qui peut venir te consulter et pour quelles raisons, du coup? Alors là, c'est hyper large. Déjà, on peut consulter sur des enfants comme sur des adultes ou des personnes plus âgées. Sur les personnes plus âgées, à partir d'un certain âge, il faut vraiment que la personne veuille profondément se libérer de choses, travailler sur elle pour que ça bouge. Sinon, c'est un peu plus compliqué. Donc après, c'est vraiment pour tout le monde, hommes comme femmes. Les hommes qui aiment pas parler, souvent, c'est des thérapies qui marchent bien parce qu'on parle très peu. On va connecter une information, après on va ressentir et voilà. On n'est vraiment pas dans une psychanalyse. En plus, les séances sont minimum espacées d'un mois, donc vraiment, c'est des choses qui marchent très bien chez les hommes. Et après, sur quoi on peut vraiment avoir de tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir souvent, les gens qui viennent me voir, c'est qu'ils ont testé plein de choses et que ça n'a pas marché. Donc, j'arrive souvent en bout de course parce que c'est peu connu. Donc, on peut venir sur des douleurs. Alors, moi, j'ai connu l'éthiomédecine par une douleur à la cheville, inexpliquée. Il y a pas très longtemps, j'ai eu un homme qui est venu pour une hernie discale. Ça faisait 6 ans qu'il l'avait. Bref, il vient pour son hernie et pour un burn-out. Et en fait, on tombe sur sa fille. Donc, on travaille sur sa relation à sa fille. Et il repart et puis il vient un mois après et il avait aussi des acouphènes et il revient et il me dit mais en fait mes acouphènes ça marchait 3-4 jours mais c'est revenu, mais j'aimerais bien, est-ce que vous pensez qu'on peut le faire durer plus longtemps? On va voir, quand tu viens me parler, puis et votre dos? Ah c'est bon, j'ai plus mal. Donc, en fait, ça avait suffi en une séance. Après, si la douleur est vraiment émotionnelle, on joue dessus. Si c'est un problème de physiologique, mécanique, là-dessus, bien évidemment, ça ne marchera pas. Et après, il y a toutes les raisons émotionnelles. Donc, ça peut être de l'anxiété, ça peut être de la dépression, ça peut être un mal-être, un manque de confiance en soi, quelqu'un qui est mal dans sa peau, quelqu'un qui est pas aligné, quelqu'un qui a des problèmes de sommeil, quelqu'un qui a de l'eczéma. En fait, tout ce des problèmes de poids aussi, parce qu'on a beaucoup d'émotionnel derrière.
derrière. La fertilité, toute la fertilité inexpliquée, ça fonctionne énormément parce qu'il y a souvent des raisons émotionnelles derrière. Ça peut être des problèmes conflictuels de couple. En fait, dès qu'on touche à l'émotionnel, on peut travailler en éthio. Donc pour moi, il y a assez peu de limites. La limite de l'éthio va être dès que c'est pas émotionnel. Donc ça va, voilà. Donc là, on va pas pouvoir agir dessus. Et après, je pense que chaque technique ont des limites, mais sur les thèmes, c'est extrêmement vaste. Ouais, ça peut être toute thématique émotionnelle, actuelle et passée aussi, du coup, parce que tout à l'heure, tu parlais de trauma, même de mémoire cellulaire, de transgénérationnel. Parfois, c'est pas par rapport à une situation du présent. Exactement. C'est vraiment tout ce que le corps a emmagasiné depuis l'incarnation. Et même on remonte. Mais c'est vraiment même tout ce qui est trauma, gros trauma avec amnésie traumatique, on arrive à le voir en éthio. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui remontent parfois et la personne, elle est en amnésie traumatique et elle va le ressentir. Donc elle va voir que ça fait écho. Donc il y a quelque chose sur le sujet. Ça va ouvrir des portes. Et après, il faut savoir que le corps, et c'est ça qui est assez beau, c'est que le corps ne va remonter à la surface que ce que la personne est prête à accueillir, à entendre et à transmuter. Donc on est vraiment sur ça. Et parfois j'ai des gens qui viennent sur des problématiques lourdes et en fait la problématique en tant que telle, elle ne va pas arriver avant 2-3 séances parce que si on va directement, ça va faire un tsunami chez la personne et en fait il y a cette protection du corps pour y aller en douceur. J'aime beaucoup parce que et ça me ressemble beaucoup. Alors après c'est peut-être ma façon de le pratiquer, mais ce que je fais c'est toujours comme ça. C'est doux et puissant. C'est vraiment, on arrive à avoir des séances où on arrive à avoir une puissance folle, mais avec de la douceur, avec de l'enveloppement, avec de la compassion et de la bienveillance pour soi-même et pour le corps qui a vécu ça, pour la petite fille, le petit garçon qui a vécu les choses. Et parfois, et ça permet aussi, ça permet aussi d'ouvrir la conscience des gens, de sortir un peu de cette dualité, de sortir du jugement et se rendre compte que c'est des choses parfois qui arrivent assez souvent, c'est que parfois c'est le manque d'amour enfant qui va sortir. Et en fait, si on le demande comme ça aux gens, la plupart des gens vont dire non, mais moi j'ai été dans une famille, j'ai eu de la chance, non, j'ai eu des parents aimant, ok, mais est-ce que la petite fille ou le petit garçon, il a reçu autant que ce dont il avait besoin? Et parfois, c'est juste cette prise de conscience-là qui va libérer des choses. Et les parents font tous du mieux qu'ils peuvent. Mais parfois, même en faisant du mieux qu'on peut en tant que parent, il y a des manques qui se créent chez l'enfant. Parce que à ce moment-là, il y a beaucoup de déplacements. Parce que à ce moment-là, il y a X ou Y qui fait que l'enfant ne reçoit pas tout. Et sauf que cet enfant, avec cette conscience-là, d'accord, parce que les empreintes émotionnelles se mettent en place entre 0 et 6 ans. Entre 0 et 6 ans, il y a quand même presque la moitié où il n'y a pas de parole, où il n'y a pas un discours complet. Le raisonnement arrive à partir de 7 ans. Et donc, en fait, on ancre des choses, des associations, ce qu'on appelle les empreintes émotionnelles. On les ancre dans le corps comme vérité. Et parfois, pour les libérer, en fait, de passer par le corps, par la sensation, ça permet de la libérer sans forcément mettre de mots dessus. Parce qu'en fait, l'enfant qui a vécu le trauma, ou le manque, ou la blessure, à un âge où il ne pouvait pas mettre de mots, il ne peut toujours pas adulte mettre de mots dessus. Donc ça aussi, c'est très intéressant, c'est que ça permet vraiment d'aller chercher des choses en lâchant le mental. Parce qu'on est quand même dans une société où le mental est roi, tout passe par le mental et globalement, les gens sont trop dans le mental. Et donc, en fait, ça permet de lâcher le mental, vraiment rentrer dans le corps et connecter le cœur et ouvrir le cœur. Donc, c'est vraiment une pratique qui ouvre à l'amour de soi, à l'amour des autres et j'adore pour ça. Ouais, qui permet de se reconnecter à soi parce que là, tu parles, par exemple, ça pourrait être une personne qui ressent un certain mal-être, qui va pas bien, qui sait pas vraiment pourquoi et qui pourrait venir te voir. Et comme tu dis, l'éthiomédecine, c'est hyper large. Donc, elle pourrait te dire, je vais pas bien, j'ai envie d'avancer, mais je comprends pas pourquoi. Et là, ça va mettre de la conscience corporelle, puis après de la conscience sur quelque chose qu'elle aurait jamais pu réussir à faire toute seule, finalement. Exactement. Mais j'ai beaucoup de gens qui viennent juste pour aller mieux, sans qu'il y ait de trauma, sans qu'il y ait de choses graves. C'est juste qu'ils sont dans un moment de vie où ils sentent qu'ils sont pas pleinement épanouis, qu'ils sont pas pleinement à leur place, ils ont plus la flamme à l'intérieur d'eux et ils sentent qu'il y a des blocages, mais ils savent pas vraiment quoi. Et simplement ça, en 2-3 séances, clac, 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 on débloque, on se reconnecte à soi-même et on se sent plus léger aussi. Plus léger, plus aligné, plus de paix intérieure, plus calme. Et c'est ça le bonheur finalement. C'est quand même assez large. Tu peux vraiment avoir un sacré panel de personnes qui viennent te voir. Tu parlais tout à l'heure des différentes séances qu'on peut faire, qu'on peut en réaliser 2-3, que c'est conseillé de les espacer un mois d'une séance à une autre. Est-ce qu'il y a des règles par rapport à ça ou est-ce que aussi en une seule séance, on peut avoir géré son truc ?
Alors, comme tout, l'être humain est tellement complexe qu'il n'y a pas de règle. Parfois, une séance suffit. Là, c'est marrant, j'ai reçu un mail d'une ancienne patiente qui est venue il y a 2 ans, une fois. Voilà, elle me demandait des renseignements pour ma retraite et parce qu'elle souhaite venir. Et derrière, elle me disait, mais en fait, ça a été magique en une séance, mais vous avez changé ma vie. Et donc, parfois, une séance suffit. Après, c'est quand même, voilà, quand il y a des traumas, des choses très très ponctuelles, ça, une séance suffit. Après, on est quand même un peu plus sur un travail de développement personnel, de travail sur soi, et c'est bien de faire 2-3 séances. Après, ça dépend vraiment. J'ai des gens qui viennent 2 fois par an, un peu comme on va voir un ostéo en prévention. J'ai des gens qui viennent très régulièrement tous les mois pendant 6 mois, et après je les vois plus, et puis 3 ans après, il arrive quelque chose dans leur vie, ils reviennent. Donc moi, je fais vraiment du sur-mesure. J'ai des gens qui viennent tous les 2 mois parce que c'est le bon rythme pour eux. Il y a vraiment pas de règle. Pour moi, la seule règle, c'est que la personne, elle ait cet appel, elle ait cette envie de découvrir, d'aller chercher sur elle et de travailler. Quelque part, les thérapeutes, et là, c'est toute thérapie, on fait tous la même chose, c'est que on met de la conscience, on amène les gens à ouvrir des portes, on ouvre la porte avec eux et on les laisse sur le palier. Et là, c'est le libre arbitre de chacun de, ok, la porte est ouverte, elle est grande ouverte. Est-ce que je passe le palier ou est-ce que je le passe pas? Est-ce que il me faut 6 mois pour le passer ou est-ce que finalement en 2 jours, hop, j'ai changé de palier? Et ça, c'est même pas des gens qui sont plus rapides que d'autres, c'est des sujets. Il y a des sujets qu'on intègre, qu'on parle de mutation en éthiomédecine, qu'on va muter, qu'on va transmuter très rapidement. Moi, je sais que je me rappelle d'une séance sur la fin de ma formation qui avait été physiquement assez éprouvante. Je claquais des dents, enfin, j'étais presque en transe sur la table, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive parfois. Et je sentais toutes les résistances, en fait, de mon corps sur le thème. Et c'est à peu près 6 mois après où il s'est passé un événement dans ma vie. Et là, je me suis dit, ça y est, je suis en train d'intégrer ce soin. Et ça m'avait mis 6 mois. Et il y a des soins où en une séance, ça y est. Donc, ça va dépendre de beaucoup de choses. Et c'est même pas d'une personne à l'autre, c'est même au sein d'une même personne. C'est un sujet par rapport à un autre. Et le timing, le temps est notre allié, quelque part. Et le timing divin dont on parle, qui est toujours parfait, c'est aussi suivre ça. Donc, sur les séances, c'est vraiment avoir cet appel intérieur de j'ai envie de travailler sur moi, c'est le moment pour moi, donc j'y vais. Et après, il y a des moments où on sent que c'est plus le moment, donc on arrête. Et vraiment, après, c'est tout ce que je prône, c'est que vraiment, écoutez-vous, c'est vous qui savez. En fait, les thérapeutes, nous, on peut vous orienter, on peut donner un avis, mais c'est vous, au fond, chaque individu qui sait qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon pour lui, à partir du moment où on se connecte à notre cœur et pas à nos peurs. J'ai une question qui émerge par rapport à tout ça, parce que là, ça vient de la volonté de la personne, et tout à l'heure, tu disais que n'importe qui peut consulter, même des enfants. Quand on est enfant, on sait pas nécessairement ce qu'on veut pas, et on se dit pas, tiens, il faudrait que je travaille sur la lignée transgénérationnelle ou sur tel sujet. En quoi, donc, faire venir un enfant plutôt que l'enfant vienne de son propre gré, ça peut être intéressant pour un enfant de faire une séance? Pour les mêmes raisons qu'un adulte, ton point est très juste. Donc déjà, à partir du moment où l'enfant a 10-11 ans, en préadolescence et adolescence, moi, je demande que l'enfant, ce soit un souhait de l'enfant. Si l'enfant n'a pas envie, surtout les ados, ça ne sert à rien. Clairement, parce que c'est que la personne vient, elle est déjà fermée. Donc en fait, moi, je peux rien faire. Donc ça, c'est certain. Pour les enfants plus petits, c'est plus compliqué. Mais alors souvent, les enfants plus petits qui viennent chez moi, ils ont déjà vu soit des psys, soit des sophrologues, soit psychomotriciens. Enfin, souvent, il y a eu des choses. Ou pas forcément. Mais moi, je demande juste aux parents que le parent explique, parce que c'est généralement des parents que je suis moi, qu'ils expliquent un peu ce qui se passe à l'enfant, et juste pour éveiller la curiosité de l'enfant. Ça suffit. Et après, chez les enfants, on a, en fait, énergétiquement, il y a beaucoup moins de conditionnement, donc ils sont beaucoup plus ouverts que les adultes, donc on verbalise très peu de choses. Donc c'est plus moi qui vais mettre en conscience les choses et qui vais faire le travail, et l'enfant, il va juste être sur la table, allongé. C'est un peu plus court, en plus, souvent, pour les enfants. Il est allongé un quart d'heure, 20 minutes sur une table, il ressent un peu des choses dans le corps, c'est un peu bizarre, mais on rigole, on est vraiment dans quelque chose de ludique qui fait que le soin se passe. En revanche, après, il faut que l'enfant ait envie de revenir. Parce que même un enfant de 6 ans, il sait s'il a envie de revenir ou pas. Et il y en a certains qui redemandent. Donc voilà. Mais c'est vrai que sur les premières séances des enfants, ils n'ont pas ce libre arbitre d'adultes. C'est très juste. Mais voilà, le parent sait éveiller la curiosité, et si l'enfant n'a pas envie, c'est ok, on le force pas. Même si la conscience de l'enfant est pas là, il a sa conscience supérieure qui est là et qui capte ce qui va se passer et qui sait s'il a envie d'y aller ou pas. Et parfois, il y a des enfants qui ont envie au moment où on prend rendez-vous, et quand le rendez-vous arrive, le jour J, il veut pas venir. C'est ok.
voilà, on peut pas forcer qui que ce soit. Et quand c'est comme ça, tu poses aussi des questions à l'enfant ou alors t'écoutes juste les réponses du corps? Souvent, je peux poser des questions ou dire un peu sur quoi ça travaille, si c'est entendable par l'enfant. Si c'est un problème de nounou, un problème de doudou, ce genre de choses qui peuvent sortir. Si c'est au niveau d'un enfant, je vais le nommer et on va un peu échanger. Mais en fait, je vais plus poser le contexte pour que l'enfant l'ait en tête, mais sans rentrer dans une discussion comme on peut faire parfois avec un adulte. Et après, parfois, je vais travailler que en énergétique. Voilà, s'il y a quelque chose qui résonne avec les parents, qui est pas d'un niveau de conscience d'enfant, ça sert à rien d'alourdir les choses. Donc, on va juste libérer les choses. Et après, c'est pareil, je vais demander aussi au corps de l'enfant si je peux le partager avec les parents. Et parfois, le mettre de la conscience chez le parent va permettre de conscientiser tout le sujet et de libérer. Parce que souvent, quand les enfants vont pas bien, c'est que au global, dans la famille, voilà, c'est pas le seul à pas aller bien. On est tous des effets miroirs. C'est la consultation chez le parent qui serait intéressante parfois. Parfois, oui, mais c'est parce que les gens amènent leurs enfants, pas forcément parce qu'ils veulent pas, mais souvent ils s'occupent mieux de leurs enfants que d'eux-mêmes, tout simplement. Donc un enfant qui va pas bien, qui fait des colères, qui dort pas ou qui fait des cauchemars, on va s'en occuper, on va pas laisser traîner. Alors qu'un adulte qui se met à mal dormir, il va pas les consulter avant que ça devienne vraiment problématique. Donc c'est vrai que c'est un pont aussi pour moi, pour quand je capte des choses, dire voilà, ça peut être intéressant de travailler sur vous. En travaillant sur vous, vous allez libérer aussi votre enfant. Et ça se fait souvent dans ce sens-là aussi. Ok, super. Tout à l'heure, tu parlais du mental qui pouvait être très fort chez certaines personnes. Et donc que ces deux pratiques, que ce soit la kinésio ou l'éthiomédecine, c'est assez magique dans le sens où ça passe la barrière du mental. Enfin, c'est tout le temps le cas, ou alors parfois, il y a des personnes où c'est plus compliqué que d'autres parce qu'elles ont un mental qui est très très fort. Alors, ta question est intéressante. La question va pas être est-ce que la personne a un mental, plus le mental est fort, moins ça marche, et moins le mental est fort, mieux ça marche. Ça, c'est sûr que non. Parce que tout le monde a beaucoup de mental, au final. Plus ou moins, mais tout le monde on est dans une éducation de mental. En revanche, c'est à quel point la personne va être ouverte ou être OK pour ouvrir. Et même si la personne a un mental de dingue, mais qu'elle veut s'en sortir, qu'elle veut aller mieux, qu'elle veut travailler sur elle, c'est hyper facile. Et ça va marcher directement. Et à l'inverse, une personne, même si elle a un mental moins fort, qui est dans le doute, qui sait pas trop, qui finalement, elle veut s'en sortir, mais en même temps, ce statut de je vais pas bien ou j'ai tel problème, c'est confortable. En fait, les personnes un peu qui restent en posture de victime et qui sont confortables dans cette posture de victime parce qu'elle est connue versus aller vers lâcher ça pour aller parfois vers de l'inconnu, ça peut faire peur et donc là la personne peut fermer énergétiquement. Et dans ces moments-là, c'est pas une question de mental, c'est que si elle ferme, moi je pourrais rien faire. On est deux, d'accord? J'aime beaucoup le triangle thérapeutique, ça marche pour tout le monde et toutes les thérapies. C'est que dans le triangle thérapeutique, il y a 3 acteurs. Il y a le patient, donc sa motivation, son envie consciente et son envie inconsciente, parce qu'on peut avoir très envie consciemment, mais inconsciemment ça peut totalement bloquer. Après il y a la thérapie. Est-ce que la technique convient à la personne ou pas? Il y a des techniques qui conviennent mieux à certaines personnes qu'à d'autres. Et après il y a le thérapeute. Donc est-ce que le thérapeute est bon dans sa technique déjà? Enfin c'est le triangle dans tous les sens. Et aussi est-ce que le thérapeute va fitter avec le patient ou pas? Comme dans toute relation. Quand on rencontre des gens, il y a des gens avec qui on a plus de feeling qu'avec d'autres. Si quand chaque fois que vous allez voir votre thérapeute, en fait vous avez pas super feeling, vous dites ouais la technique est vraiment bien mais bon je me sens pas hyper à l'aise. En fait, il faut changer de thérapeute. Moi je pense que vraiment sur ça j'ai zéro ego. Je pense qu'on est tous très bons pour certaines personnes mais pas pour tout le monde. On peut pas être bon pour tout le monde. Comme notre technique ne peut pas être bonne pour tout le monde. Donc voilà, donc c'est vraiment trouver dans ce triangle thérapeutique quelle est la technique que je veux qui me parle et ça peut parler à un moment et puis pas à un autre ou vice versa. J'ai des gens qui parfois viennent et puis c'est pas fou et 2 ans, 3 ans après ils vont revenir parce que j'ai eu d'autres personnes de leur entourage et que là ils sont prêts et là c'est des séances extraordinaires parce que à l'époque quand ils étaient venus c'était trop tôt, ils étaient pas prêts. Donc voilà, il peut y avoir ça et après il y a le lien entre le patient et le thérapeute. Ça se voit vite, faut faire confiance à la vie. Déjà moi j'ai que des patients que j'adore parce que la vie, mon énergie fait que j'attire les gens qui me ressemblent ou on vibre un peu la même fréquence et qui fait que c'est un plaisir à chaque fois d'aider ces gens-là et que je me retrouve au tout début, j'ai eu 2-3 personnes où je fitais pas du tout. Alors certaines personnes, je réoriente de temps en temps, c'est-à-dire que je dois avoir 2 personnes par an, 2 patients par an ou qui arrivent et je me dis ça va pas le faire. OK, c'est pas grave. Et en effet, ça le fait pas. Et ou c'est au cours du truc, je me dis il y a un truc qui fait que voilà. Après mais
enfin, je dis ça avec beaucoup de précaution parce que je suis pas dans le jugement de ça fit pas, la personne me ressemble ou pas. C'est vraiment pas ça. C'est plus vraiment une énergie. Ou parfois, enfin voilà, j'ai des gens qui sur le papier sont peut-être à l'opposé complètement de moi, mais où ils rentrent et énergétiquement, je sais que je vais pouvoir les aider. Je sais que ça va marcher et ça c'est extraordinaire. Donc voilà. Mais c'est vrai que s'autoriser aussi à se dire, ben voilà, si le thérapeute nous convient pas, mais la technique convient, aller voir quelqu'un d'autre. Ça m'arrive rarement, mais si parfois certains hommes, je sais que ça sera mieux avec des hommes par rapport à ça. Et donc, je réoriente chez des collègues hommes à moi en disant, vous savez, voilà, allez voir telle personne. C'est une autre approche, c'est la même technique. Donc, vous êtes ouvert, mais vous verrez, ça résonnera sûrement plus. Donc voilà, on est là. Enfin, moi, je suis vraiment là pour aider les gens au mieux, que ce soit avec moi ou sans moi, peu importe. Merci pour ta réponse. Et il y a 2 choses sur lesquelles j'ai vraiment envie de rebondir. C'est le côté mental puissant versus ouverture finalement par rapport à la séance. Et je trouve ça hyper intéressant d'en parler. Enfin, moi, je sais que j'ai un mental très fort, mais finalement, je pense que beaucoup de gens ont un mental très fort. Et j'ai longtemps pensé que c'était vraiment un problème et que, pas que j'étais la seule à avoir ce problème, mais que, ouais, c'était problématique d'avoir un mental fort. Alors qu'au final, on a tous un mental fort et que c'est pas censé être un frein pour venir faire telle séance de kinésio ou n'importe quoi, finalement. Enfin, le mental, ça doit pas être juste un poids, un fardeau à porter. Et par rapport à ce triangle thérapeutique que je connaissais pas du tout, donc merci du partage, c'est hyper chouette. Et je trouve que ça va vraiment aussi dans l'idée de se dire, demain, c'est pas parce que ta meilleure copine, elle te recommande un thérapeute qui va forcément être bon pour toi. C'est le cas de la kinésiologie, mais n'importe quelle autre thérapie, c'est le cas pour tout. Et je trouve que c'est intéressant de le rappeler parce que ce qui marche sur les uns marche pas nécessairement sur les autres. Et ça veut pas dire non plus que c'est le problème de la thérapeute ni de la thérapie. Donc ouais, merci pour ce partage du triangle, c'est hyper intéressant. Avec plaisir. Sur le mental, je juste partager quelque chose de perso. Moi aussi, pendant longtemps, j'ai lutté contre mon mental en me disant j'ai un mental trop fort, mais là, il faut que je le diminue, etc. Jusqu'au jour où j'ai capté que, en fait, si le mental, on le met au service du cœur, avoir un mental fort, mais c'est une chance absolue. Et que ce que je voyais comme mon plus grand frein est ma plus grande force aujourd'hui. Mais parce que je le mets au service du cœur. Donc c'est toujours retrouver sa propre puissance. C'est revenir à qui on est, à son essence pour dire, ok, en fait, je choisis, je subis pas mon mental. Mon mental, voilà, il est là et je peux choisir d'en faire à la fois des pépites ou des freins. Et ça, voilà, ça, je voulais le partager parce que ça touche énormément de monde. Et c'est vrai que quand on switch ça, c'est assez extraordinaire dans le quotidien et dans notre bonheur de vie, quoi, dans notre vie. Ça transforme la vie. Ouais, merci beaucoup. T'as bien fait de partager ça parce que c'est vraiment puissant. J'avais une autre question concernant justement tout ce que tu proposes là, c'est vraiment lien corps-esprit, enfin corps-émotion plutôt. Et donc ce que je pense comprendre, et tu me dis si c'est pas ça, mais c'est que en fait les émotions ont un impact sur le corps. En tout cas, toute la charge émotionnelle qu'on peut porter, elle est ancrée, elle est tatouée dans le corps. Et est-ce que aussi, à l'inverse, dans le sens où les émotions impactent sur le corps et le corps a-t-il aussi un impact sur l'émotionnel? Genre si ton corps va pas bien, mais mécaniquement, ça peut avoir un impact. Bien sûr, les douleurs chroniques créent du stress, créent même de la dépression. Ça, on le sait. Mais c'est tout le principe de la somatisation. Mais on peut même aller au-delà, c'est que les pensées vont créer des émotions qui vont créer une forme de vibration, somatisation dans le corps. Donc en fait, vraiment, c'est se dire que l'émotion, c'est une information. Elles sont toutes bonnes, nos émotions. Elles sont confortables ou inconfortables, mais elles sont toutes utiles pour le corps. À partir du moment où on ne la stocke pas en la refusant, en refusant de la ressentir, mais à partir du moment où on va se dire, ok, c'est une information, je ressens la vague pour recevoir l'information derrière. Et si on commence à vivre ces émotions comme ça, on ne les stocke plus dans le corps. Donc on somatise pas, donc ça crée pas de nouvelles empreintes émotionnelles, etc. Donc ça, c'est la théorie. Après, dans la pratique, c'est compliqué et c'est pour ça que voilà, moi j'accompagne, que ce soit sur mes programmes en ligne, que ce soit sur les retraites, enfin voilà, sur des moments de transformation plus intensives où on travaille vraiment ces sujets-là. Mais oui, tout est en lien. Et au-delà de ça, c'est presque la fréquence vibratoire qu'on vibre qui crée tout. C'est que si le matin, tu te lèves et tu ouvres la fenêtre et s'il y a du soleil, tu dis « Oh, c'est génial, ça va être une super journée ». Et donc en fait, tout va bien se découler et même des douleurs que tu peux avoir, peut-être tu vas plus les ressentir. Et si le lendemain matin, c'est
la même journée, le même corps, tout est pareil, mais qui fait moche, et que tu dis, oh non, je déteste, encore une journée de gris, mais j'en peux plus. Et tu vas vibrer bas, et en fait, tout va être lourd, tout va être compliqué. Et c'est vraiment, en fait, pour moi, la clé, elle est, alors j'ai pris la météo parce que ça parle à tout le monde, mais chez certaines femmes, c'est, je me pèse le matin et je suis au-dessus de tel chiffre ou en dessous de tel chiffre qui fait la météo de la journée. Chez d'autres, ça va être mon boss qui me regarde, qui me fait un compliment ou pas. Enfin, peu importe, on a tous. Mais en fait, si on laisse l'extérieur guider notre propre bien-être intérieur, on est condamné à être malheureux. On est condamné à être quelque part soumis à toutes ces fluctuations et à perdre notre pouvoir. On met notre propre pouvoir à l'extérieur. Donc vraiment, moi, alors que ce soit par l'éthiomédecine ou par tout ce que je peux transmettre, vraiment, c'est comment je reprends mon propre pouvoir et j'active ma puissance et je me remets à l'intérieur de moi. C'est vraiment ça. C'est que quand je sais que je suis calme et que j'agis sur cette fréquence et je décide de vibrer une vie de paix, d'abondance. Et même quand les choses m'arrivent, j'ai le choix de réagir. J'ai le choix de surréagir ou de répondre avec douceur, avec empathie, en me respectant, en revenant à l'intérieur, en me disant, OK, il se passe ça, c'est compliqué, mais qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de moi? Plutôt que d'accuser l'extérieur de pas avoir de chance ou que les choses arrivent et que, voilà, je reprends ma responsabilité de ma vie. Et je pense que c'est le chemin de tout le monde. C'est le chemin vers le cœur, vers son essence, vers son soi supérieur, vers qui on est, vers sa propre puissance. C'est le chemin du bonheur, de reprendre sa propre autonomie et se dire que qui est l'autorité dans ma vie? Est-ce que je la laisse cette autorité à mes peurs à l'extérieur ou est-ce que je laisse cette autorité à l'intérieur et à mon cœur? Et je reprends ça. Et c'est des choses que on n'apprend pas. Les enfants aujourd'hui un peu plus, mais c'est notre génération, on l'a pas appris. Et ça, c'est se faire ce cadeau-là, il y a pas plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Et donc toi, aujourd'hui, t'accompagnes les personnes via tes consultations, mais également tes retraites, là où tu vas un peu mixer toutes les cordes que tu as à ton arc, à justement reprendre leur pouvoir, leur puissance intérieure. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, avec plaisir. Dans les choses que je propose en plus des consultations, donc il y a les breathwork en ligne et les activations de Kundalini en ligne. Et après, il y a les retraites qui sont des moments mais extrêmement puissants et doux en même temps, où on est dans une accélération de transformation pour se connecter à son cœur, avec des thèmes différents. Et là, je vais vraiment mélanger toutes mes pratiques. À la fois cette vision tête, cœur, corps que j'ai pour tout, où on a besoin de nourrir le mental sur la compréhension des concepts, de nos modes de fonctionnement, de nos conditionnements, pour comprendre comment on fonctionne et après libérer dans le corps et revenir et expérimenter cette paix intérieure dont je parle. Rien ne vaut l'expérimentation. Quand on l'expérimente et qu'on pendant 3 jours, on se connecte à son essence et qu'on rentre chez soi et qu'on se dit ouais, en fait, ça dure. Je suis plus tout à fait la même. Ma vie n'a pas changé. Simplement ma façon de réagir, ma façon d'être, ma façon... En fait, j'ai plus besoin de faire, j'ai juste à être. Et donc ça, c'est vraiment des choses qu'on travaille de façon puissante pendant mes retraites. Et c'est doux et c'est léger et voilà, on connecte beaucoup de joie aussi en même temps. C'est pas parce qu'on travaille sur soi que c'est lourd. Voilà, la prochaine est fin juin, donc le podcast sortira, il devrait encore rester quelques places. Donc voilà, et après je fais des programmes en ligne, notamment mon programme Chouchou qui est sur le fait de se connecter à sa puissance intérieure. Donc c'est en 6 semaines et il y a vraiment un avant-après pour chaque personne. C'est vraiment un accélérateur de transformation où je suis vraiment de façon intensive le groupe en 6 semaines. Et moi, à chaque fois, j'avance beaucoup avec le groupe aussi à chaque fois parce qu'on est tous sur le même chemin. Et je suis bluffée des transformations de chaque personne, des prises de conscience, des changements dans leur vie, des prises de décision. Waouh, je suis admirative de toutes ces personnes-là. Tout ça, on peut le retrouver sur ton site internet. Si des personnes veulent te contacter, en découvrir plus sur ton univers, il y a un autre endroit où elles peuvent te trouver ? Alors, il y a mon site internet et toute mon actualité, elle est plutôt sur Instagram. Donc, Amélie Clerc-Vorès, où je poste beaucoup de choses. Je poste beaucoup de contenu gratuit aussi. Et derrière, voilà, toute l'actualité est là. Et puis, vous pouvez me contacter en direct même parfois, j'ai des gens qui m'appellent en disant, voilà, j'en suis là. Qu'est-ce que vous me conseillez? Et puis, on discute ensemble moi, j'ai à cœur de faire des parcours vraiment personnalisés pour chacun. Parce qu'on est chacun unique. Et donc, on trouve toujours le bon parcours pour chacun. Je mettrai toutes les infos dans la description du podcast. Amélie, on arrive sur la fin. Le podcast s'appelle Vibration. On l'aura compris avec toi, toutes tes vibrations, et c'est vraiment ce que tu résonnes. Toi, qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien ?
Je pense que ce qui me fait le plus vibrer, c'est la capacité de transformation de l'être humain. Et c'est de chercher toujours des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'expérimenter, et que j'expérimente sur moi avant tout, et après de transmettre, pour aider les gens à s'aligner avec eux-mêmes et à avoir plus de conscience pour un monde meilleur, à se connecter au vivant en fait. C'est ça aussi, au vivant à l'intérieur de nous, et qu'on fait ça, on se connecte au vivant dans son grand tout. Super. Merci beaucoup, Amélie. Merci beaucoup, Roxane. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a inspiré, je vous invite à le partager, à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour suivre les différents épisodes. Vous pouvez également m'écrire et découvrir les actualités du podcast sur Instagram @vibrationlepodcast tout attaché. À très vite pour un nouvel épisode.